très ravie de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet de cette édition, au Togo, la Cour de justice de la CEDEAO juge la réforme constitutionnelle de 2024 contraire à l'ordre démocratique et appelle au rétablissement d'un ordre constitutionnel consensuel. On en parle dans ce journal. Le Burkina Faso rend officiellement ses relations diplomatiques avec la France dans un contexte de tensions persistantes entre Ouagadougou et Paris. Et puis Israël, le Liban et les États-Unis signent un accord pour une paix durable malgré le maintien des troupes israéliennes au Liban. Apprendre chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est ça, Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. En juin 2026, la Cour de justice de la CEDEAO, basée à Abuja, a rendu un arrêt qualifiant de changement inconstitutionnel de gouvernement la réforme constitutionnelle adoptée en mars 2024 au Togo. Cette réforme avait instauré un régime parlementaire et supprimé l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Les requérants saluent cette décision et appellent désormais à une transition politique ainsi qu'au rétablissement d'un ordre constitutionnel consensuel. Suivons ensemble. Au Togo, plusieurs partis d'opposition et des organisations de la société civile ont donc fait entendre leur voix à l'occasion d'un point presse dédié à la publication d'un arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Un arrêt rendu fin janvier, après que la Cour a été saisie 2 ans plus tôt par 13 partis et organisations togolaises qui s'opposaient à l'époque au changement de constitution, ayant depuis fait entrer le Togo dans sa 5e République. Une nouvelle constitution qui a également supprimé l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Alors, que dit cet arrêt de la CEDEAO au juste? Magali Lagrange l'a consulté pour RFI.
Dans son arrêt, la Cour de justice de la CEDEAO estime que le Togo a violé l'article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Elle souligne le timing, le contenu et les faits escomptés de la modification de la Constitution il y a 2 ans et évoque un changement inconstitutionnel de gouvernement. L'objectif premier, selon la Cour, était de contourner les limites imposées au mandat présidentiel par la Constitution précédente, permettant ainsi au président sortant de conserver le pouvoir sous une nouvelle forme en tant que président du Conseil, doté de pouvoirs exécutifs presque identiques. Les organisations et partis togolais dénonçaient par ailleurs une violation du droit des citoyens à participer aux affaires publiques. Point rejeté par la Cour, des législatives se sont tenues et il n'existe pas de preuve que le pouvoir togolais ait adopté des mesures privant tout citoyen de la possibilité de voter ou de se présenter aux élections. La Cour de justice de la CEDEAO ordonne au Togo de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toute réforme à venir soit conforme à ses obligations internationales. Notons, Magali Lagrange, que vous avez justement sollicité les autorités de Lomé pour recueillir leurs réactions, mais elles n'ont pas donné suite pour le moment. Autre information à présent, le Burkina Faso a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec la France, marquant une nouvelle étape dans la dégradation des liens entre les deux pays. Cette décision intervient à Ouagadougou après plusieurs mois de tension depuis la prise du pouvoir par les militaires qui ont affiché un rapprochement avec la Russie. Retour sur les raisons et les conséquences de cette rupture diplomatique. Le gouvernement burkinabé a annoncé vendredi la rupture de ses relations diplomatiques avec la France. Ouagadougou reproche au régime en place en France son activisme contre les intérêts du Burkina Faso, des ambitions néocolonialistes avec le soutien actif à des réseaux subversifs et aux groupes terroristes actifs au Sahel. Le gouvernement du Burkina Faso porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'il a pris la décision de rompre ses relations diplomatiques avec la République française pour compter de ce jour 26 juin 2026. Cette décision fait suite à une évaluation approfondie de l'état actuel des relations bilatérales entre le Burkina Faso et la France. En effet, les conditions indispensables à la promotion de relations fondées sur le respect mutuel, la confiance réciproque, le respect du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures et de la souveraineté nationale ne sont pas réunies. Les relations entre Paris et Ouagadougou se sont dégradées depuis l'arrivée des militaires au pouvoir au Burkina Faso, leur chef, le capitaine Ibrahim Traoré, ayant décidé de se tourner vers la Russie, allié jugé sûr. Au Maroc, la justice a prononcé de lourdes peines dans l'affaire de narcotrafic dit du Pablo Escobar du Sahara. Les principaux accusés, Abdebi Biéhou et Saïd Nassiri, anciens membres du parti Authenticité et Modernité, ont été condamnés à 12 et 10 ans de prison. Au total, 27 autres prévenus ont également écopé de peines d'emprisonnement et d'amende dans cette vaste affaire liée au trafic de drogue. Les détails dans cet élément. Les familles des accusés en pleurent devant la salle d'audience. Après le verdict du tout premier procès impliquant d'importantes figures politiques marocaines dans un réseau international de trafic de cocaïne et de cannabis. Saïd Nassiri, l'ex-patron du Wydad Casablanca, l'un des plus importants clubs de foot du pays, a été condamné à 10 ans de prison. Et Abdenabi Bioui, ancien président de la région de l'Oriental dans l'Est marocain, a écopé de 12 ans de réclusion. 27 autres personnes ont été condamnées à de lourdes peines selon leur degré d'implication, entre 10 et 2 ans de prison ferme. Ces fourgons emmènent plusieurs accusés en détention après le verdict. Un seul prévenu a été acquitté. J'étais dans un état pitoyable, inconscient, sous le choc. J'ai perdu mes enfants, je les ai perdus à cause de ce dossier et de ce qui m'est arrivé. J'ai traversé des moments difficiles. Je venais d'Oujda chaque semaine. J'étais dans une situation critique et catastrophique, car je n'ai commis aucun acte. L'affaire a été révélée par un baron malien de la drogue, surnommé le Pablo Escobar du Sahara, Ahmed Ben Brahim. Il purge une peine de 10 ans de prison au Maroc depuis 2019.
Il avait porté plainte et dénoncé les membres de son réseau qui ont joué un rôle clé dans le trafic de drogue entre le Maroc et des pays d'Afrique du Nord et du Sahel, y compris Saïd Nassiri, personnalité du foot, mais aussi ancien président du conseil préfectoral de Casablanca. Certains supporters étaient venus le soutenir. Nous sommes convaincus qu'en appel, si Dieu le veut, Saïd sera acquitté. Il a fourni tous les documents prouvant qu'il n'y a rien qui puisse l'incriminer. Ce verdict est très sévère et nous demandons qu'il soit infirmé en appel et qu'il soit acquitté. Les deux principaux accusés étaient aussi deux figures du parti Authenticité et Modernité, membres de la coalition gouvernementale qui se prépare aux élections législatives marocaines. Autre information à nouveau, vendredi 26 juin à Washington, Israël, le Liban et les États-Unis ont signé un accord destiné à ouvrir la voie à une paix durable entre les deux pays du Proche-Orient. Malgré cette avancée diplomatique, Israël affirme autant pour moi que son armée restera déployée au Liban jusqu'au désarmement du Hezbollah. Suivez un extrait de reportage. Vous savez, ici, les réactions sont très contrastées et c'est même, il faut le dire, le grand écart. Du côté des autorités libanaises, cet accord est présenté comme une avancée majeure. Le président Aoun pose un constat, et vous savez, ce constat est clair. C'est une première étape vers le rétablissement de la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire libanais. Nawaf Salam, lui, aussi défend la même ligne. Il parle d'un accord qui doit permettre le retrait israélien et le retour des déplacés et le lancement de la reconstruction. Mais cette lecture, et c'est important de le souligner, cette lecture est loin de faire l'unanimité. D'autre côté, le Hezbollah rejette frontalement cet accord. Il a rapidement dénoncé un texte conçu, selon lui, pour aboutir au désarmement donc, du Hezbollah. Et surtout, le Hezbollah évoque un risque de confrontation interne. D'ailleurs, un député du Hezbollah a même agité hier soir la menace d'une guerre civile si le gouvernement libanais tentait d'imposer cet accord par la force. Et justement, hier, des partisans du Hezbollah ont rapidement manifesté dans la banlieue sud de Beyrouth et dans d'autres quartiers de la capitale pour dénoncer donc cette signature. Et puis, il y a aussi les habitants du Sud-Liban. Pour beaucoup d'habitants du Sud-Liban, les considérations politiques passent au second plan. Ce qui compte pour eux, c'est de savoir si cet accord va permettre enfin un retrait israélien et leur retour donc, dans leur village. Vous savez, ils attendent aussi la reconstruction après des mois de guerre. Mais beaucoup, et c'est bien normal, beaucoup restent très prudents parce qu'au fond, cet accord fixe un cadre, mais rien de plus. Et son application reste en tout cas entourée de nombreuses inconnues. On ne connaît pas encore le calendrier précis du retrait israélien. On ne connaît pas non plus les zones pilotes qui seront mises en œuvre en premier. Et surtout, tout le processus, vous savez, repose sur une question extrêmement sensible. C'est donc la question du désarmement du Hezbollah, un désarmement que le Hezbollah refuse aujourd'hui encore catégoriquement. Ce qui est sûr en revanche, c'est que Benyamin Netanyahou a posé des conditions très claires. Israël entend garder sa zone de sécurité au Sud-Liban tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé. Et dans cette même zone de sécurité, il n'est pas non plus question à ce stade d'autoriser le retour des habitants. C'est une zone, vous savez, qui couvre près de 600 km² donc au Sud-Liban. Et depuis des semaines, les responsables israéliens maintiennent la même ligne. L'armée israélienne conserve une liberté d'action. Le 10 juin dernier, plusieurs médias des pays nordiques ont révélé un renforcement de la présence militaire de la Russie le long des frontières de l'OTAN en Europe. Selon les services de renseignement occidentaux, Moscou pourrait préparer une attaque contre un État membre de l'Alliance d'ici 2030. De son côté, le Kremlin affirme que c'est l'OTAN qui préparait une attaque contre la Russie. Le reportage. Le général-lieutenant Holger Neumann, commandant de la Luftwaffe, a déclaré que ses armées procéderaient à des frappes aériennes fatales à la Russie si elle attaque l'alliance de l'OTAN. La péninsule de Kola, Kaliningrad et la mer Noire souffriront de la haine de l'OTAN les premiers si la Russie est forcée de se défendre.
Un non-sens absolu, Elena. Oui, dans cette interview que nous avons consultée, le général Neumann n'a évidemment jamais mentionné le fait que la Russie serait forcée de se défendre, comme le prétend ce commentaire. Il ne parle pas non plus d'une quelconque haine de l'OTAN envers la Russie. On est en fait dans une situation où ce commentaire prête au locuteur un propos qu'il n'a pas tenu, avec un champ lexical qui relève de l'affect et toujours cette notion de coup fatal, décisif, que l'Occident planifierait prétendument de porter à la Russie. Et la propagande russe va jusqu'à prétendre que les Pays-Bas seraient en train de construire des camps de concentration pour les Russes sur son territoire. Oui, c'est ce que vous allez entendre dans l'extrait suivant, toujours dans ce même reportage diffusé avant-hier sur Rossiya 1. Pour la première fois en 30 ans, les Pays-Bas construisent des camps de concentration pour les Russes. En Pologne et aux Pays-Bas, les camps militaires se multiplient. En Roumanie, on a grandi une base militaire qui dépassera par son échelle celle de Ramstein en Allemagne. Il n'est évidemment pas question de construire un camp de concentration pour les Russes aux Pays-Bas. En revanche, les Hollandais s'entraînent à déployer un camp d'internement pour 2000 prisonniers de guerre au vu de la menace d'une guerre avec la Russie qui se précise. En fait, toute action de l'OTAN visant à renforcer ses défenses, mais aussi à soutenir l'Ukraine dans ses défenses à elle, sont présentées par la propagande russe comme autant d'initiatives visant prétendument à attaquer la Russie. Regardez cet haut extrait de reportage au sujet des armes livrées par les Américains, les Britanniques et les Français aux Ukrainiens. Le complexe militaro-industriel a transformé l'Ukraine en camp d'entraînement militaire. Les armes les plus innovantes sont rodées dans les conditions d'une guerre de haute intensité en ce moment même. Ils testent des missiles longue portée, des versions modernisées du missile américain Attack-MS, du britannique Storm Shadow et du français Scalp. Les usines d'armement occidentales opèrent des mises à jour de leur système au fur et à mesure des combats. Alors là encore, en quoi ce discours-là est-il biaisé, Elena ? Alors que les industriels de l'armement perfectionnent leur système de missiles en fonction du retour que leur font les utilisateurs, en l'occurrence les forces armées ukrainiennes, ça s'inscrit dans un processus de partenariat classique lorsqu'il y a des livraisons d'armes. En revanche, de dire que les Occidentaux utilisent l'Ukraine comme un terrain d'entraînement pour tester leurs nouveaux missiles et mettre à jour les anciens en vue d'attaquer la Russie, c'est évidemment totalement faux. De manière distendue et paradoxale, juste après avoir accusé les Occidentaux de perfectionner leurs armes en vue d'attaquer la Russie, Vladimir Poutine s'est lancé avant-hier, donc toujours, dans le listing de ses propres nouveaux systèmes d'armement et notamment ses missiles nucléaires. Regardez un autre extrait de cette séance au Kremlin. Conformément au programme d'armement étatique, la triade nucléaire et l'armée de terre poursuivent leur modernisation. Le potentiel de combat des forces de l'air et de l'espace et de la marine augmente. Le chantier du sous-marin nucléaire secret Khabarovsk entre dans sa dernière ligne droite avant la mise à l'eau. Il a été construit pour transporter les missiles nucléaires du jugement dernier. Il est doté de 6 super torpilles autonomes Poséidon. En mai, le monde entier a retenu son souffle en observant les tests russes du missile balistique intercontinental Sarmat. De plus, la Russie a lancé la production en série du missile Oreshnik. L'an dernier, plus de 1000 pièces d'armement ont été testées et approuvées au combat, dont des drones équipés de systèmes de ciblage perfectionnés et des munitions guidées. Alors, ça fait plusieurs années que Vladimir Poutine vante les super armes nucléaires que la Russie développe. Il a aussi modernisé la doctrine nucléaire russe. Selon le rapport des médias nordiques du 10 juin que l'on citait plus tôt, la Russie se préparait en fait à concentrer jusqu'à 115 000 troupes à ses frontières avec les pays de l'OTAN. Les services de renseignement des pays de l'Alliance en sont persuadés. Moscou se préparait à attaquer l'un des pays membres de l'OTAN d'ici à 2030. Au Venezuela, le bilan du double séisme continue de s'alourdir. Les autorités font état d'au moins 920 morts et de plus de 50 000 personnes portées disparues, tandis que les opérations de secours se poursuivent face à une aide jugée insuffisante. Le désespoir gagne les populations sinistrées. Retour sur une catastrophe qui plonge le pays dans une profonde crise humanitaire. De cet immeuble, il ne reste qu'un millefeuille de murs effondrés. Sur ces images satellites, des quartiers entiers de La Guaira, station balnéaire près de Caracas, ne sont plus qu'un tas de gravats.
48 heures après le séisme le plus important qu'ait connu le Venezuela, les habitants continuent de chercher leurs proches dans les débris. Sur ces images, les secouristes ont sauvé un enfant de 4 ans. Pour d'autres, impossible de dégager les décombres. C'est horrible, j'ai vu trop de choses. On s'est battu pour sauver ces enfants. On a réussi pour un seul d'entre eux. Des équipes d'au moins 17 pays sont mobilisées pour venir en aide aux Vénézuéliens. La présidente du pays, par intérim, a interdit l'accès à la zone sinistrée pour faciliter les opérations de sauvetage extrêmement complexes. En visite dans un quartier aisé de la capitale, cette dernière a été huée. Ça suffit de faire une campagne politique au milieu d'une tragédie comme celle que nous vivons. Pour le moment, 920 morts sont à déplorer et plus de 50 000 disparus. Un bilan qui pourrait s'alourdir considérablement dans les prochains jours. Dernière information à présent pour boucler cette édition. Vendredi, dans le détroit d'Ormuz et sur le territoire iranien, l'armée des États-Unis a mené des frappes en réponse à une attaque de drones visant un navire marchand. Cette riposte marque une nouvelle escalade des tensions entre Washington et Téhéran dans cette zone stratégique pour le commerce maritime mondial. Suivons à présent. Dans le bureau ovale, le président Donald Trump s'agace sur ce qu'il qualifie une violation de cessez-le-feu par Téhéran. Je n'apprécie pas qu'ils aient tiré 4 fois hier. Nous avons intercepté 3 tirs visant un navire, pas un navire allié, mais un navire très coûteux. Il s'en est sorti indemne, mais il a un peu souffert. Il ne devrait pas faire ça. Cette attaque iranienne serait survenue jeudi selon les forces de commandement central des États-Unis. Elle aurait visé un navire commercial battant pavillon singapourien qui transitait par le détroit d'Ormuz. En réponse, des avions américains auraient ciblé plusieurs sites de stockage de drones et missiles iraniens et des installations de radars côtières. Dans la foulée, les gardiens de la révolution ont eux affirmé avoir attaqué des positions américaines dans la région du Golfe, selon IRIB, la télévision d'État iranienne. Le détroit d'Ormuz est au cœur des négociations en vue d'un accord de paix définitif entre Washington et Téhéran. L'Iran a permis sa réouverture. 29 navires commerciaux ont pu l'emprunter vendredi. L'autorité maritime iranienne prévient toutefois que tout passage ne respectant pas le cadre défini ne bénéficiera d'aucune garantie de sécurité. Et voilà qui met fin à cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end à tous et à chacun.